Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à donner cette conférence. Cette session ici est consacrée aux thérapies innovantes en douleur. Je vais peu parler ici de thérapies innovantes, mais plutôt essayer de planter un décor général pour resituer cette douleur chronique qui très souvent nous déroute dans la mesure où la prise en charge des patients s'avère souvent extrêmement difficile. On va essayer de voir un petit peu pourquoi. Ensuite, je vais faire quelques rappels très brefs de neurophysiologie et de physiopathogénie de la douleur chronique avant d'esquisser une palette des outils thérapeutiques que nous pouvons utiliser, de dégager quelques pistes pour le futur et de conclure. La douleur chronique, c'est un problème de santé publique. Vous connaissez peut-être l'enquête de Breivik en 2006, Pain in Europe. C'est une enquête téléphonique qui montre que parmi les personnes souffrant de douleurs chroniques, un tiers souffre de réduction sévère des capacités fonctionnelles, un cinquième a perdu leur emploi et ou est en dépression, et certains ont même souhaité mourir. Non seulement c'est un problème sévère, mais c'est aussi un problème extrêmement fréquent, puisqu'il touche environ un adulte sur 5 en Europe. Les chiffres français semblent un peu plus optimistes, puisqu'on parle de 15%, mais d'autres études montrent des chiffres beaucoup plus élevés. Donc globalement, on est dans une incidence d'environ un adulte sur 5, ce qui est énorme, et ce qui a pour conséquence que, bien entendu, tout soignant, quel que soit son métier, sa spécialisation, va être amené régulièrement à rencontrer des personnes souffrant de douleurs chroniques dans sa pratique clinique. Et pourtant, 40% des patients ont un traitement qui est inadéquat. Et on peut se demander si la douleur chronique n'est pas l'un des problèmes qui est négligé par la médecine, un parent pauvre de la médecine. Et je pense que c'est tout à fait le cas. Et s'interroger sur les raisons de cette négligence de la médecine. Peut-être qu'une partie des raisons de la négligence de la médecine face à la douleur chronique est qu'on n'est pas à l'aise, nous, en tant que soignants, face à la douleur chronique et face aux patients douloureux chroniques, qui sont parfois perçus comme étant extrêmement plaintifs et demandeurs. La douleur est un symptôme inobjectivable. Aucune machine ne nous permet d'en mesurer l'intensité ou les répercussions. Les patients, eux, sont très demandeurs d'aide dans tous les domaines et parfois mettent énormément de pression pour qu'on fasse quelque chose pour résoudre leurs problèmes, ce qui contraste avec un problème qui est souvent extrêmement complexe. Et qui dit complexité dit incertitude, dit difficulté à gérer, à trouver des stratégies thérapeutiques qui peuvent aider le patient. Et nous manquons effectivement de moyens thérapeutiques réellement efficaces. Quoique, si l'on combine différentes approches, et c'est ce que je vais vous présenter ici, on peut vraiment aboutir à des améliorations significatives, notamment de la qualité de vie des patients. Comment faire pour s'en sortir face à ce malaise à la douleur chronique? Mais je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de mieux comprendre. Et comprendre, ça veut dire d'une part écouter les patients, écouter leur récit, leur histoire, mais d'autre part avoir des connaissances théoriques suffisantes concernant notamment le processus de chronicisation d'une douleur. Ensuite, essayer de se fixer des objectifs qui soient réalistes, qui tiennent compte des limites de la science médicale, mais aussi de nos limites en tant que soignants. De mettre en place un accompagnement qui est adéquat, et j'ai choisi le mot d'accompagnement et pas le mot de prise en charge ou de traitement, ce n'est pas par hasard, et bien sûr de réévaluer et d'ajuster régulièrement. Comment fonctionne le système de la douleur? Et d'abord, finalement, la douleur, ça sert à quoi? À vivre, pourquoi? Si on se brûle, on peut enlever la main, exactement. L'idée que cette douleur est un signal d'alarme d'un danger, c'est quelque chose que nous n'avons pas attendu d'apprendre, pour laquelle nous n'avons pas attendu de faire des études pour l'apprendre, c'est quelque chose que nous apprenons très précocement. Dès qu'on explore le monde, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il vaut mieux éviter. Et donc cette idée que la douleur est le résultat d'une lésion ou d'un risque de lésion, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend d'abord dans les bouquins, c'est quelque chose qu'on expérimente très tôt dans la vie. Et cette idée de lien direct entre le danger et la douleur est profondément ancrée en nous. Et c'est renforcé par, une fois qu'on est étudiant en médecine ou en d'autres métiers de soins, par les connaissances de neurophysiologie qui suggèrent que finalement
un influx est généré en périphérie et transmis le long de câbles téléphoniques jusqu'au centre supérieur. Donc cette idée que finalement le système de la douleur fonctionne comme une centrale téléphonique. Et pourtant, nous savons qu'une pression locale peut réduire la douleur. Et si on va voir en neurophysiologie, on fera bien sûr notamment appel à la théorie du gate control pour expliquer cette observation. Et pourtant, il est connu depuis l'Antiquité grecque mais également asiatique que lorsqu'on a deux douleurs, la plus intense semble masquer la moins intense. Et les travaux de Jean-Claude Villers, notamment ici en France, et de Daniel Lebars, ont décrit l'existence des contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs qui expliquent cette inhibition d'une douleur par l'autre. Et pourtant, vous avez peut-être tous rencontré des patients qui ont eu un accident et qui vous ont dit « c'est bizarre, au moment même j'ai pas eu mal, ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que j'étais blessé ». Et l'analgésie induite par le stress, qui fait notamment intervenir des récepteurs adrénergiques, est un phénomène qui est très bien documenté. Et je pourrais comme ça multiplier probablement à l'infini des exemples dans lesquels la perception de la douleur est modulée par toute une série de facteurs différents. Et donc l'intensité de la douleur n'est pas proportionnelle ni à l'intensité du stimulus, ni à la sévérité de la lésion, ni au degré de danger. Il existe donc des systèmes modulateurs. Et ce que nous percevons comme douleur est le résultat tant d'un stimulus que d'une modulation par des influences excitatrices et inhibitrices. Et ça, à la fois, nous l'expérimentons quotidiennement dans notre expérience de vie personnelle ou avec les patients, mais malgré tout, nous restons imprégnés de cette idée que la douleur doit être proportionnelle à la lésion. On oublie l'existence de ces systèmes de modulation. La douleur résulte d'une intégration, et donc il faut plutôt remplacer ce modèle de la centrale téléphonique par un modèle de balance. Dans un plateau, vous avez toutes les influences pro-nociceptives, dans l'autre, vous aurez les influences anti-nociceptives, et ces influences peuvent être biologiques, psychologiques ou sociales, environnementales. Donc, douleur aiguë, deux mots-clés, balance et modèle biopsychosocial. Qu'est-ce qui se passe quand la douleur dure? Est-ce qu'une douleur chronique, c'est simplement une douleur qui dure un peu longtemps? Au départ, on a un événement déclenchant. On a une douleur. Cette douleur va avoir un certain nombre de conséquences dans le fonctionnement de la personne. Par exemple, quand on a mal, on bouge différemment. En général, on bouge moins, avec un risque de déconditionnement physique. Mais on a montré que certains patients gardent une condition physique tout à fait normale, mais par contre présentent des modifications des patterns de contrôle moteur, avec soit des activations, soit des inhibitions musculaires, selon les groupes musculaires. On a des raisons de penser que ce déconditionnement physique ou que ces modifications de patterns d'activité musculaire pourraient contribuer à entretenir la douleur. On sait aussi qu'une douleur persistante induit des modifications profondes de fonctionnement du circuit de la douleur au niveau médulaire et au niveau cérébral. Ce sont des phénomènes de neuroplasticité avec des modifications d'expression d'un certain nombre de protéines qui contribuent également à renforcer l'expérience douloureuse. Et je reviendrai un petit peu plus en détail sur ces phénomènes dans une minute. On sait aussi qu'avoir mal n'est pas anodin au niveau émotionnel et que les syndromes anxieux et ou dépressifs se développent progressivement, mais qu'ils contribuent à renforcer l'expérience de douleur. On a aussi un gros paquet de littérature qui montre les biais attentionnels, la focalisation de l'attention sur la douleur. Notre cerveau est programmé pour faire attention à la douleur, puisque nous pensons que douleur égale danger. Et donc s'il y a douleur, le cerveau y fait attention en permanence au risque de se désengager d'un certain nombre d'activités de la vie quotidienne. Et donc de faire de plus en plus de place à la douleur dans le vécu de la personne. Quand on a mal, on dort mal. Prenez quelqu'un qui n'a pas mal, privez-le de sommeil, il va développer des douleurs. Et donc le cercle vicieux douleur, trouble du sommeil est bien documenté et fait intervenir notamment une dépression des CIDN, des systèmes antinociceptifs diffus descendants. Il y a malheureusement également des facteurs iatrogènes. Un exemple, ce sont les effets secondaires des traitements et par exemple le syndrome d'échec de la chirurgie du rachis. Mais les attitudes des soignants sont également des facteurs qui, souvent par le déni de la souffrance du patient, contribuent à entretenir son mal-être et donc les phénomènes anxio-dépressifs. Et puis il y a bien sûr, quand on a mal, qu'on travaille moins, qu'on bouge moins, l'isolement social, les problèmes professionnels, les problèmes financiers qui vont également entretenir la détresse du patient et donc indirectement moduler l'expérience douloureuse.
Et donc on comprend qu'une fois qu'une douleur s'est installée de manière prolongée, ce n'est plus juste une douleur qui dure, c'est ce que nous allons appeler un syndrome douloureux chronique, une douleur qui retentit sévèrement sur le fonctionnement de la personne dans toutes ses dimensions biologiques, psychologiques et sociales. Et ça sera d'autant plus marqué que ça se situe éventuellement dans un terrain prédisposé, qu'il s'agisse d'un terrain génétique. On a des exemples, des évidences que certaines combinaisons de gènes induisent des terrains prédisposant au développement de certains syndromes douloureux, notamment la fibromyalgie. Le parcours de vie, quand on écoute les patients, on entend malheureusement très souvent des histoires extrêmement lourdes. Les croyances, et quand on parle de croyances ici, on va parler moins de croyances religieuses que des représentations et croyances concernant la santé, la maladie. Si j'ai mal au dos et que je suis sûre que mon dos est très fragile et que je vais le casser si je bouge, je ne bougerai plus. Et donc je vais rentrer dans les cercles vicieux de déconditionnement physique. Le mode de réaction plus ou moins actif ou passif par rapport à la douleur, et tout cela est bien sûr influencé par des facteurs culturels, familiaux et professionnels. On comprend bien qu'une fois que cette fleur du mal s'est installée, elle est susceptible de persister même si l'événement déclenchant est guéri, même si l'opération a bien réussi. Et ça explique entre autres la persistance d'une douleur sans substrat anatomique visible. Et pourtant, il y a un substrat à cette douleur, ce n'est pas une douleur imaginaire. Un petit mot sur les phénomènes de neuroplasticité, parce qu'à mon sens, ils sont trop peu enseignés dans les facultés. On observe des modifications qui sont fonctionnelles, qui sont biochimiques et qui sont même structurales au niveau de la moelle épinière, du thalamus, du cortex notamment. Les neurones convergents au niveau de la couronne postérieure de la moelle épinière devient sensibilisé, le seuil est abaissé, la réponse est amplifiée, prolongée, il peut même y avoir une activité spontanée. La connectivité se modifie avec notamment destruction d'interneurones inhibiteurs au niveau de la moelle épinière. Les cellules gliales sont activées et elles contribuent à sensibiliser les neurones en relâchant un certain nombre de neuromédiateurs. La somatotopie corticale est altérée, ça a été bien démontré par exemple chez les amputés ou dans le syndrome douloureux régional complexe, mais il y a aussi des évidences de modification de somatotopie corticale chez les lombalgiques chroniques. Les contrôles descendants inhibiteurs sont moins efficaces et par contre les contrôles descendants activateurs sont facilités. Le système nerveux central d'un patient douloureux chronique est dans un état de fonctionnement totalement différent de celui d'une personne saine. Et c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans la prise en charge thérapeutique. Et c'est ce qui a fait dire à beaucoup d'algologues que la douleur chronique, c'est avant tout une maladie du système nerveux central, dans laquelle la balance excitation-inhibition est déséquilibrée vers plus d'excitation et moins d'inhibition. La douleur chronique et la douleur aiguë sont donc des phénomènes radicalement différents. Autant il existe une utilité biologique pour la douleur aiguë, autant on n'en a pas trouvé pour la douleur chronique. Le mécanisme de la douleur aiguë, rappelez-vous, la balance, c'est l'activation du système nerveux, mais avec des modulations. En douleur chronique, ne pas oublier la plasticité du système nerveux. La douleur chronique devient une maladie en soi, quelle que soit l'étiologie initiale. Le modèle théorique de référence en douleur chronique est clairement le modèle biopsychosocial. Aucune des trois dimensions ne peut être négligée aux dépens des autres, alors que la dimension psychologique sera plus importante en douleur aiguë face à une jambe cassée par exemple, mais n'oubliez quand même pas la dimension psychosociale. L'approche sera curative en douleur aiguë et réadaptative en douleur chronique, dans la mesure où malheureusement ces cercles vicieux que je vous ai montrés sont partiellement irréversibles, et donc il va s'agir de vivre avec la douleur, de mieux la gérer. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que la réadaptation est une discipline qui doit absolument s'impliquer beaucoup en douleur chronique, parce que faire avec un handicap, finalement, c'est notre métier. Que faire pour répondre à cette complication? Quels sont les outils thérapeutiques qui peuvent s'offrir à nous pour essayer d'effeuiller cette marguerite? Je reprends donc mon schéma. On va avoir une approche multimodale. On va essayer de répondre à l'ensemble des dimensions que je vous ai énumérées. On va bien sûr proposer un traitement causal si c'est possible, utiliser des techniques algologiques, et nous aurons aujourd'hui un exposé sur l'utilisation de cathéters dans le syndrome douloureux régional complexe, utiliser des antalgiques, des anti-inflammatoires. Pour répondre au phénomène de modification de contrôle moteur, la réadaptation, évidemment, a toute sa place. Bouger plus, la réactivation physique, et nous aurons aussi un exposé là-dessus, mais aussi peut-être bouger mieux, plus en finesse notamment. Et donc le travail en salle de kiné notamment, ou en salle de sport simplement, est très important. Par rapport aux phénomènes psychologiques, émotionnels et cognitifs, un soutien psychologique peut se justifier.
les stratégies de diversion de l'attention, s'impliquer dans une activité plaisante par exemple, la relaxation, la méditation, les thérapies cognitivo-comportementales bien sûr. Pour répondre aux facteurs iatrogènes d'entretien de la douleur chronique, on va soigner la relation thérapeutique. Ça, c'est vraiment un préalable indispensable à un travail de qualité avec les patients douloureux chroniques. Et on va souvent adapter les médicaments. Et on se faisait la réflexion récemment entre algologues que dans les centres de la douleur, on fait plus souvent des diminutions de traitement que des augmentations. Ce contexte génétique, forcément, on a très peu de prise, en tout cas au jour d'aujourd'hui, par rapport à cela. Par contre, tout ce qui est croyance, parcours de vie peut justifier les approches éducatives, notamment un coaching dans la gestion des activités, des approches systémiques pour tout ce qui est difficultés familiales, les thérapies cognitivo-comportementales. La réinsertion socio-professionnelle est essentielle quand elle est possible. Si on peut remettre le patient au travail, c'est vraiment fantastique. Si ce n'est pas le cas, les activités de loisirs, le bénévolat, ne fût-ce que 2 heures par semaine, sont des éléments vraiment importants en termes à la fois de contacts sociaux, mais aussi d'image de soi pour le patient. Face aux troubles du sommeil, il n'y a pas que les médicaments, et on sait que les médicaments dans les troubles du sommeil chronique, notamment les benzodiazépines, ne sont pas indiqués. On va plutôt favoriser les thérapies cognitivo-comportementales, divers outils, l'hygiène de vie, la relaxation par exemple. Et enfin, face à la neuroplasticité, on a un certain nombre de stratégies sur lesquelles je vais revenir, notamment des stratégies de discrimination sensorielle, d'apprentissage d'une meilleure discrimination sensorielle, ou par exemple un travail avec miroir. Donc nous avons une palette d'outils qui, si on les prend chacun individuellement, ont des résultats modérés, voire médiocres, mais qui, quand ils sont associés, peuvent vraiment permettre une amélioration significative pour le patient. Quelques pistes pour le futur. Alors il y a beaucoup de pistes et de domaines de recherche qui s'intéressent évidemment au futur du traitement de la douleur chronique. Je vais vous présenter ici 3 choses que j'ai choisies subjectivement parce qu'elles m'intéressent. Une qui est plus dans le domaine psy, une qui est plus dans le domaine réadaptatif et puis une qui est à cheval sur les 2 domaines. Sur le plan psy, il y a les thérapies Acceptance and Commitment, ACT, qui sont des thérapies qui sont extrêmement intéressantes, qui sont parfois définies comme étant la 3e vague, après les thérapies comportementales d'abord et puis cognitivo-comportementales, et qui partent du constat que les thérapies comportementales qui visent à contrôler le symptôme ne donnent pas toujours des résultats satisfaisants, et parfois plus on essaie de contrôler, plus le symptôme s'impose. Et donc l'idée ici, c'est de lâcher la bagarre contre la douleur. Et acceptance, c'est accepter d'arrêter de se battre, c'est pas accepter chic, j'ai mal. C'est plutôt essayer d'avoir un certain lâcher-prise par rapport à la lutte contre la douleur et donc de vivre le mieux possible par rapport à la douleur. On a montré que les patients qui ont réussi cette acceptation, et c'est pas facile évidemment, montrent un meilleur fonctionnement physique et émotionnel que les autres patients et qu'ils ont des meilleurs résultats aussi des traitements, y compris en termes d'intensité de la douleur. Mais il ne suffit pas de dire aux patients, vous devez accepter pour que ça marche, évidemment. Et donc, l'ACT, qui est une série de théories développées notamment par Heiss, mais aussi beaucoup travaillées par McCracken, utilise un certain nombre d'outils, des métaphores, des paradoxes, la méditation en pleine conscience, qui est de mieux en mieux connue, pour essayer de renoncer à contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, mais aussi, et ça c'est vraiment le mot commitment qui est très important, essayer de se réorienter vers les valeurs vraiment fondamentales. Le patient lombalgique qui se désole de ne plus pouvoir faire de foot avec son fils et il est terriblement déprimé parce qu'il n'y arrive plus, la question sera oui, mais qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans? Est-ce que c'est le foot ou est-ce que c'est le bon temps passé ensemble? Si, et bien sûr c'est souvent ça, c'est la complicité, le temps qu'on passe ensemble, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver ça au moyen d'une autre activité, par exemple? Une deuxième piste pour le futur, ce sont toutes les thérapies de réadaptation qui ciblent la neuroplasticité, qui utilisent des stratégies d'entraînement sensoriel et qui se basent sur l'observation qu'il existe des distorsions sensorielles chez les douloureux chroniques et des troubles de l'image corporelle. Il y a par exemple les travaux de Mosley, qui montrent qu'un patient avec un syndrome douloureux régional complexe perçoit sa main comme plus gonflée qu'elle ne l'est en fait réellement. Et ces distorsions sensorielles sont corrélées au remaniement cortical. Diverses stratégies d'entraînement de discrimination sensorielle. Ceci, c'est un travail de Flore où elle met sur le moignon d'amputation un patient une grille d'électrodes et le patient doit reconnaître des patterns
de stimulation, ou alors des feedbacks visuels avec miroir notamment, et des stratégies d'imagerie mentale ont prouvé leur efficacité. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour préciser les protocoles exacts qui seraient les plus utiles, mais c'est vraiment des pistes très intéressantes pour le futur. Et alors une dernière piste qui est plus subtile et peut-être plus difficile à discuter, se base sur l'observation que chez les douloureux chroniques, il y a des modifications de conscience corporelle et émotionnelle. Notamment, les douloureux chroniques discriminent mal différents niveaux de tension musculaire. Ils ont des phénomènes d'hypervigilance. Et on a également montré une alexithymie, c'est-à-dire une incapacité à identifier ses émotions, qui est peut-être liée avec ces différences de conscience corporelle. On sait par ailleurs, par les travaux de tous les spécialistes qui s'occupent d'émotions, qu'il y a un lien entre d'une part émotion et d'autre part tension musculaire et posture, et que ce lien va dans les deux sens. Ce qui a fait demander à William James, est-ce que je cours parce que j'ai peur ou est-ce que j'ai peur parce que je cours? Et il y a des travaux qui montrent que si on modifie la posture de quelqu'un, on va modifier son état émotionnel. Les thérapies psychocorporelles adressent ces différentes observations. Il y a des travaux dans la littérature, mais très peu, qui montrent une amélioration de la qualité des mouvements, de la qualité de la posture, une meilleure compréhension de soi, une meilleure identification de ses limites et souvent un meilleur respect de ses limites. C'est évidemment des choses qui sont extrêmement difficiles à évaluer de manière evidence-based, et donc la littérature est très pauvre, mais ça mériterait vraiment d'être plus développé. En conclusion, un mot. Je pense que l'important pour les douloureux chroniques, comme le disait un de mes collègues, que je cite ici, c'est d'essayer de remobiliser les patients tant au propre qu'au figuré. Et c'est la raison pour laquelle la réadaptation est vraiment un outil indispensable dans la prise en charge de ces patients. C'est pas pour autant que c'est facile, et ça nécessite évidemment la participation du patient. Et il y aura aujourd'hui aussi un exposé sur les phénomènes de volition qui sont extrêmement importants pour l'implication du patient dans le traitement. Merci pour votre attention.